Dans le monde arabo-musulman, il y a une ambivalence du rapport de l'islam à l'art figuratif. C'est une conception divine non anthropomorphique. C'est le texte coranique qui est la matérialité et la représentation divine. Le Coran déconseille en effet d'accrocher des images dans les maisons et défend les croyants de prier devant les images. Pour autant, les participants à la campagne médiatique Not in My Name et les partisans ou sympathisants pro-EIIL, c'est-à-dire État islamique en Irak et au Levant, et les djihadistes se livrent sur Internet dans les grands médias à une véritable guerre des représentations. On peut considérer que les partisans de l'État islamique et les partisans de Not in My Name utilisent tous deux un discours iconographique. Une autre catégorie participe de manière essentiellement discursive à travers les commentaires sur les blogs, les articles de presse, Facebook, ou bien partage et se réapproprie les hashtags à travers une iconographie qui ne met pas en scène leur propre corporalité. Comment ces deux catégories, donc pro-État islamique et participants à Not in My Name, s'illustrent et se représentent dans les médias et principalement sur les réseaux sociaux à travers les photographies. Il y a en effet une mise en scène particulière qui leur permet de se différencier. Mais comment se différencient-ils en tant que groupe et en tant qu'individu dans leur pratique de la photographie partagée et en quoi se rejoignent-ils? Il y a une dimension corporelle dans leur photographie. C'est un corps, un visage que l'on prend en photographie et que l'on partage sur Internet en tant que contestataire ou membre actif de l'État islamique. Mais cette mise en scène de leur corps se distingue dans le caractère anonyme de la publication, ou par opposé, dans l'engagement personnel que la photographie implique. Dans le cas de Not in My Name, le visage apparaît dans plus de la majorité des photos, et la photographie est publiée en un nom propre sur les réseaux sociaux. C'est une publication, un engagement personnel que fait l'internaute, qui s'implique en tant que Monsieur X ou Madame Y, refusant que sa religion soit utilisée pour commettre des crimes en son nom. En ce qui concerne les djihadistes, le visage apparaît beaucoup plus rarement. Il est en général masqué par un foulard ou un couvre-chef. De plus, les photos publiées le sont en tant qu'appartenance, c'est-à-dire l'individu s'anonymise en rejoignant un groupe plus puissant dont la cause est supérieure à son statut d'individu. Il rejoint donc une corporation et n'existe plus qu'à travers elle. Si dans les médias circulent essentiellement des photographies de groupes des djihadistes, les réseaux sociaux leur permettent de partager des contenus au même type que tout internaute en principe, même si les comptes sont fréquemment fermés. Il y a donc au sein des publications pro-État islamique deux catégories de contenus à distinguer. Celles destinées aux médias internationaux qui relèvent d'une mise en scène plus spectaculaire, avec un nombre de participants plus important, des armes imposantes, les drapeaux, etc. Et celles issues des comptes personnels des individus membres du djihad sur les réseaux sociaux. Il y a donc une évolution puisqu'aujourd'hui les djihadistes utilisent les réseaux sociaux pour relater leur journée mais aussi pour recruter. Tumblr, Twitter, Facebook deviennent alors le lieu d'expression de leur idéologie et de leur représentation, dont le statut s'en trouve modifié. Leur visage et leur nom apparaissent, ils publient alors en tant qu'individus membres d'un groupe et pas seulement en tant qu'individus. On retrouve cependant les mêmes caractéristiques que celles des photos de groupe sur leurs photos des comptes des réseaux sociaux. Les couvre-chefs, beaucoup de noir et de kaki dans les couleurs, une présence très fréquente des armes, le drapeau quasiment systématiquement, mais ils sont tout de même en plus petit nombre, c'est-à-dire tout seul ou à 3 maximum. On trouve aussi, sur leurs comptes des réseaux sociaux, des publications presque anodines, des photos de chats, le récit des blagues qu'ils ont fait à leur mère, la dernière conversation avec leur femme, etc. Ces profils montrent vraiment le quotidien des djihadistes, et sont en cela plus dangereux. Les photographies du front montrent combien ils sont valeureux, courageux, et fiers d'être là. Celles des enfants d'Alep souriants montrent qu'ils sont là pour les aider. Celles des chats montrent leur manque de tendresse et d'affection. Ces photographies, non exhaustives, montrent leur peur, leur souffrance, leur assurance. Elles humanisent le djihad, le rendent accessible, rendent ces hommes normaux. Entre guillemets, bien sûr. Selon le Tumblr Battlefield of Syria, par exemple, le fait que l'on puisse suivre le quotidien du chat qui lui a été offert a un caractère humoristique. Toutes les photos qu'il publie sur les enfants qu'il croise et aide les dégâts causés par les bombardements sur les civils crédibilisent ses mots. Il le fait certes au nom de Dieu, mais surtout il le fait pour eux, c'est-à-dire pour les enfants et les civils syriens qui sont victimes de Bachar el-Assad et du gouvernement américain, selon le Tumblr. On a donc une ordinarisation du djihad. Lorsque les photographies des participants à Not in My Name circulent, les individus se mettent en scène dans des lieux de leur quotidien. Les appartements, les maisons, salles de bain, lieux de transport, etc. Quotidien qui nous paraît, entre guillemets, occidentalement proche, ordinaire. De même pour les tenues vestimentaires, elles sont occidentales dans la majorité des cas, ou avec la burqa ou le niqab, loin des gilets pare-balles, des treillis, des keffiers. Il y a donc une identification qui est possible, parallèle à l'humanisation des djihadistes. Cette humanisation était impossible avant lorsque seules circulaient des cassettes VHS envoyées par Ben Laden, par exemple,
ou les photographies de guerre prises par les reporters ou les djihadistes eux-mêmes, car ils n'avaient pas la même utilisation des réseaux que les civils. Aucune identification n'était possible pour ceux qui étaient trop loin de cette culture et de cette idéologie. En effet, ces deux campagnes reprennent des codes, des technogenres, comme le selfie, l'utilisation du panneau portant la mention de solidarité ou de désolidarisation, par exemple comme Boy Back Our Girls ou ici Not In My Name, la parodie, le remix, le partage sous la viralité des contenus et le hashtag. On peut d'ailleurs se demander, est-ce qu'il existe une performativité du hashtag? Alors la principale différence au niveau de la performativité, c'est le caractère constatif ou performatif. En effet, les membres du djihad ou plus largement de l'État islamique relatent leur quotidien, décrivent et argumentent leur idéologie et leur logique. L'énonciation est donc différente de l'action, elle est indépendante. Ils peuvent décrire de manière différente leurs actions quotidiennes sans que cela change l'action réalisée en tant que telle. Au contraire, c'est en inscrivant Not In My Name sur leur photographie, en description ou en pancarte que les individus réalisent l'action de désolidarisation et expriment leurs sentiments. Not In My Name est donc un hashtag performatif selon la définition établie par John Austin dans Qu'en dire c'est faire, c'est-à-dire un énoncé à un caractère performatif lorsqu'il ne décrit pas l'action mais qu'il la réalise par sa simple énonciation. Si on pousse l'application de la théorie d'Austin sur le hashtag, on peut même souligner son caractère locutoire, c'est-à-dire qu'il traduit un refus d'identification et d'assimilation. Ce n'est pas en mon nom, ce n'est pas moi en tant que musulman. Le caractère illocutoire, qui traduit un jugement, un rejet, une condamnation individuelle. Il y a une volonté de se désolidariser de ceux qui se disent musulmans, mais qui n'en appliquent pas les préceptes et utilisent la religion pour faire une action que les Écritures condamnent. Et enfin, son caractère perlocutoire, qui traduit une condamnation sociétale, qui marque la volonté de rejoindre un mouvement plus global en s'inscrivant dans l'opposition. Il y a un engagement qui est différent corporellement. Le hashtag signifie l'engagement d'un côté, alors que les photographies qui témoignent de l'engagement des djihadistes de l'autre. L'engagement précède la prise de la photographie dans le cas des djihadistes, et cette dernière n'en est que le témoignage, alors que c'est la photographie accompagnée du hashtag Not In My Name qui marque l'engagement dans la campagne. L'engagement dans le cas des djihadistes est corporellement violent et actif. C'est l'action et surtout la mobilité du corps qui est engageante, alors que c'est la représentation du corps, la photographie, qui engage l'individu dans la campagne Not In My Name. Dans ce cas, le corps est immobile, sa seule activité est de maintenir la mise en scène. Enfin, le hashtag EIIL, État islamique, ou ISIS en anglais, n'est pas obligatoire pour signifier l'idéologie des djihadistes. Leurs armes, la tenue, les accessoires comme les couvre-chefs, kéfiers, cagoules, drapeaux surtout, suffisent à l'identifier comme tel. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les internautes qui participent à Not In My Name.